des 3 caractéristiques principales prêtées à mon arrière-grand-père Laïbus dans mon enfance, russe, juif, cosaque. À ma connaissance, une seule est vraie, sans astérix en bas de page. Au bingo identitaire, le judaïsme de Laïbus a gagné, 100% circoncis l'ancêtre. Mais est-ce suffisant pour se faire une image de lui ? Né en 1880, au cœur de la Pologne russe, cette époque ne m'évoque rien. En plus, je n'ai jamais mis les pieds en Pologne. La ville industrielle de Łódź, du fin du 19e, les rues du Shtetl, peut-être l'étude des textes sacrés, si sa famille est religieuse, la possible misère, des frères et des sœurs peut-être, un apprentissage, quelque part, d'un métier. J'ai du mal à me dépeindre la jeunesse de Laïbus. A-t-il voyagé ? A-t-il des amis ? A-t-il une marque de cigarette préférée ? Je n'imagine pas sa vie à Łódź, mais à force de voir des photos en noir et blanc, le ciel de mon imagination reste gris et déprimant. J'imagine mieux sa fin, grâce aux nombreux documentaires que je regarde sur les camps de concentration et les témoignages des survivants. Un retour à l'envoyeur impitoyable. Déporté en 1943 de la France jusqu'en Pologne, après plusieurs années de guerre, de lois anti-juives, je l'appelle le boomerang fatal. Les mauvais téléfilms, diffusés en deuxième partie de soirée, il finit par hanter mes rêves. Est-il vraiment possible que mes arrière-grands-parents, Léa et Laïbus, n'aient laissé aucune trace ? Les nazis, le gouvernement de Vichy et puis le temps ont-ils réussi à disposer de tout ? Zoé, avec qui j'avais discuté à l'aéroport et qui fait sa thèse sur les juifs communistes, me dit « Va au mémorial de la Shoah à Paris ». C'est un vrai point de départ quand on a des ancêtres juifs polonais déportés depuis la France. Niché dans le 4e arrondissement de Paris, tout près de la Seine, le mémorial est un monument sphinx. En général, quand on se rend dans un nouveau lieu, on note une adresse, on y va, il y a une porte d'immeuble, on la pousse, on est rentré. Moi, j'ai bien noté l'adresse, je suis descendue au bon métro. À l'approche, j'ai repéré le bâtiment, mais j'ai pas su de quel côté faire le tour. Bien sûr, j'ai pris le détour le plus long, puis je n'ai pas remarqué l'entrée et suis repartie pour un autre tour. Ce loupé ne m'a pas semblé anodin. Je sens à mon arrivée comme une mise à l'épreuve. L'énigme n'est pas prononcée par un sphinx, mais elle est suggérée par l'architecture. Le gardien du lieu semble nous mettre en garde. On ne rentre pas au mémorial comme dans n'importe quel bâtiment. Il nous faut dépasser les protections magiques, un peu comme ces menhirs dont il faut faire 3 fois le tour pour marquer son arrivée avant de poser les mains sur la pierre, avant de lui demander de nous livrer ses secrets et de répondre à nos questions. Il m'a semblé que le mémorial avait le pouvoir d'un menhir, avec son propre rituel d'arrivée, se faire reconnaître, dire qu'on approche et se préparer intérieurement à entrer. Une fois repérée, l'entrée c'est une petite porte dans un renfoncement qui donne sur la guérite des gardiens du lieu. Le sac Orion X, se mettre à nu. La sortie du sas nous propulse devant un choix, prendre à droite et traverser la cour sobre et grise en passant par un imposant cylindre de bronze qui a verdi avec le temps, portant les noms du ghetto de Varsovie et de nombreux camps, Auschwitz, Belzec, Bergen-Belsen, Birkenau, Buchenwald, Chelmno, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Sobibor, Struthof, Treblinka. Ou le choix de prendre à gauche et de passer par le mur des noms. Noms NOMS. Alors, à droite ou à gauche ? J'ai l'image du tri des détenus à l'arrivée dans les camps. Montrez-moi vos dents, vos ongles. Je mets votre vie dans la balance, ce ne sera pas bien long. Vous tenez debout ? Très bien, vous serez encore utile au Reich pour quelques jours. À gauche, le camp de travail, la mort à retardement. À droite, la mort immédiate. Ou peut-être était-ce l'inverse. Le mur des noms a été inauguré en 2005. Mais grâce au mur, et au moment où nous, les derniers témoins de la Shoah, nous disparaissons les uns après les autres, grâce au mur des noms,
Le mémorial aura pour vocation de pérenniser cette mémoire qui, même elle, était destinée à être supprimée. À vrai dire, c'est faux de dire le mur, puisqu'il y en a 3. Ce sont des murs de pierre qui viennent de Jérusalem. À l'air libre, ils sont gravés en petite police les noms et dates de naissance de 76 000 juifs déportés de France. Parmi eux, 11 400 enfants. Déportés, ça veut dire qu'on les a forcés à quitter leur foyer pour atterrir dans des camps de travail, de concentration ou d'extermination. Des camps créés pour les voir mourir. Sur le mur, les noms de ces personnes ont été classés alphabétiquement par année de déportation. 1942, 1943, 1944. Même si le bilan a été beaucoup plus lourd dans d'autres pays, et même si 75% des Juifs qui vivaient en France en 1940 ont pu échapper à la déportation, selon Serge Klarsfeld, ça prend de la place, 76 000 noms. Et d'une certaine manière, cela nous aide à prendre conscience de l'ampleur du génocide. Alors je cherche mes noms, Léibus, Léa et d'autres dont je parlerai plus tard. Ce qui me gêne à chaque fois, c'est que même dans la mort, les noms de Léa et Léibus ne sont pas côte à côte sur le mur. Les noms étant classés par année de déportation, ils ont fini sur 2 murs différents, 1942 et 1943, comme des étrangers l'un pour l'autre. Moi-même, ils me sont étrangers. L'image que j'ai d'eux est encore très floue. Quand je vois leurs noms sur le mur, c'est ce vide mémoriel qui m'interpelle et que j'aspire à combler. Est-ce qu'un jour, je parviendrai à colmater les trous du gruyère, de leur connaître un souvenir humain du quotidien? J'adorerais tomber sur la photo d'un goûter d'anniversaire ou d'une lettre qu'ils auraient écrite à mon grand-père, leur fils, pour lui souhaiter une belle bar mitzvah. C'est cette pensée qui m'arrache du mur. Je suis ici pour combler les trous. Alors je me rends à l'officine des archivistes au 5e étage. Je n'ai jamais fait de recherche généalogique de ma vie. Je me sens nue. J'ai pas les codes. À la documentaliste, j'arrête pas de dire c'est la première fois. Par quelle question commencer? Par quel bout prendre cette histoire? Des chercheurs et chercheuses travaillent dans le silence à 3 mètres du bureau d'accueil. Ma voix se fait toute petite. Malgré les murmures, l'archiviste me comprend et me donne une liste de centres d'archives à contacter. Je l'ai vu plus tard, ils ont l'habitude de voir des familles avec des questions sur leurs ancêtres. J'ai même vu une personne amener une boîte en carton avec des photos qu'ils avaient retrouvées dans un grenier et pensaient que ça pouvait intéresser le mémorial. Je me suis prise à imaginer que quelqu'un un jour viendrait avec une boîte à chaussures et qu'il y aurait des trésors familiaux à l'intérieur, des pépites pour notre famille. Au bout de 5 minutes, je lui pose la question qui me brûle les lèvres, car je suis persuadée que Léa et Léibus se sont contraints à changer de nom en arrivant à Paris depuis la Suisse. Je lui demande « Y a-t-il un bureau des archives des changements de nom ? Si mes arrière-grands-parents ont voulu changer de nom en arrivant en France, où auraient-ils pu déposer leur demande ?» J'apprends alors qu'il arrivait, quand les noms étaient compliqués, que les officiers d'état civil les changent naturellement, de leur propre initiative. Donc, un nom comme Timowski aurait très bien pu être raccourci en Tim pour faire gagner du temps à l'officier et faciliter son travail. Mais ça serait passé comme ça pour Léibus et Léa ? C'est invraisemblable et violent. Un nom, c'est fondateur. Il nous relie à une histoire, à nos origines. Mais voilà qu'on choisit de le bricoler parce qu'il ne rentre pas dans le moule, au tapis les symboles transgénérationnels. Donc, mon nom de famille, Tim, aurait pu naître de son simple rabotage forcé à l'arrivée de Léibus et Léa en France. Je me sens un peu perdue. Je pensais qu'on allait m'aider. Je voyais l'officine des archivistes comme une antre où on m'amènerait à bon port, qu'on me mettrait devant des cartons de documents, qu'on m'aiderait à y voir plus clair. À la place, on me donne cette liste de fonds d'archives à contacter. Je comprends qu'il n'y aura pas de miracle. S'il y a des informations à glaner à propos de Léa et de Léibus, elles sont éparpillées au vent. Voici la liste des archives à contacter. Le service historique de la Défense à Caen. Les archives nationales situées à Pierrefitte-sur-Seine, en banlieue parisienne.
les archives Arolsen, un centre international sur les persécutions nazies en Allemagne, les archives de la préfecture de police au Pré-Saint-Gervais à côté de Paris, le centre de documentation du musée d'Auschwitz en Pologne, les archives de la ville de Paris, les archives départementales du Loiret pour les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, et enfin la Fondation pour la mémoire de la déportation, aussi à Paris. En l'espace de quelques mois, je contacte toutes les institutions subventionnées, très loin d'imaginer les découvertes qui m'attendent. Sur la liste, la première institution que je contacte, c'est la DAVCC à Caen, la Direction des archives des victimes des conflits contemporains. C'est un service très particulier du ministère de la Défense, car ils ont pour mission de faire valoir les droits de 5 millions de victimes civiles et militaires des 2 derniers conflits mondiaux. Cela me paraît dantesque. Pour l'essentiel, ils conservent des fichiers individuels qu'ils ont souvent dû constituer eux-mêmes, car pour faire valoir les droits des victimes de ces conflits, il a fallu établir leurs actes de décès ou de disparition, attribuer le titre de déporté ou de résistant politique, puis restituer les objets et liquidités des victimes. En me lançant à l'assaut du premier nom sur ma liste d'institutions à contacter, je me prépare à des complexités administratives, des rebuffades, des trous noirs. Mais contre toute attente, il ne faut que quelques heures à un agent de la DAVCC pour me répondre et m'envoyer dans la foulée les scans des dossiers de Leibus et de Léa. Après le mémorial, c'est la preuve qu'une autre institution possède des documents sur mes arrière-grands-parents. Ils vont peut-être prendre vie sous mes yeux. Dire que ces dossiers reposent là depuis la guerre, inconnus des teams. C'est déconcertant. Pourquoi personne n'est allé explorer ce patrimoine endormi avant aujourd'hui ? Après avoir contacté la DAVCC, j'en ai parlé à ma tante Dominique. Elle me dit qu'elle a bien essayé de retrouver des pièces du puzzle, mais c'était long à l'époque, et plus flou la façon de procéder. Aujourd'hui, les recherches sont facilitées par la numérisation des documents, par les emails, les communications passent mieux, et plus de gens font les démarches. Des process ont été mis en place. Elle m'a transféré un mail qu'elle a envoyé en 2017 au service historique de Caen à la DAVCC pour obtenir des informations. Ils lui ont répondu qu'ils avaient bien les documents, ils lui ont donné des cotes de dossier et il fallait qu'elle se rende sur place en réservant un rendez-vous par téléphone ou bien en demandant les fichiers moyennant le prix de la photocopie. Pas insurmontable, mais pas immédiat non plus. 2 ans plus tard, la personne de la DAVCC que j'ai eue au téléphone m'a envoyé les scans gratuitement le jour d'après. Comme je disais, ça a été plus facile. En téléchargeant leur dossier sur mon ordinateur, mon cœur bat la chamade. J'ouvre le dossier de Léa en premier. 7 pages aux couleurs de papier craft. Ça me semble énorme. On voit tout de suite le nom Tim, et puis différents numéros et des tampons aux dates multiples. 1946, 2000, 2012. La vie de Léa prolongée administrativement. En 2012, elle aurait eu 130 ans. Si on feuillette les pages rapidement, on comprend que ces dossiers ont occupé du monde. La préfecture de police en 1945, le ministère des anciens combattants et des victimes de guerre en 1946, la mairie de Paris en 2012. L'ordre chronologique des feuillets n'est pas tout à fait respecté, mais globalement, il commence en 2012 pour revenir à 1945. Un voyage à remonter le temps. Je découvre qu'en août 1945, un des fils de Léa et Leibus, Bernard, est venu déclarer à la police que sa mère a été internée et déportée. Cette déclaration est suivie l'année d'après d'une déclaration d'un autre de leurs fils, cette fois-ci Elias, mon grand-père. Il remplit une fiche de renseignement sur la non-rentrée. Ce terme me saute à la figure, c'est un sacré euphémisme. Ce dossier obtient un numéro, le 34 546. Je ne peux qu'imaginer qu'en octobre 1946, 34 545 personnes avant lui sont venues renseigner de la même manière un dossier sur leurs proches non rentrés. Un autre élément me frappe. Les 2 frères auront signé tour à tour « Timé » avec un accent. Comment cet accent s'est-il perdu ? Je n'ai jamais rencontré les descendants de ce frère de mon grand-père, mais mon père a retrouvé leurs traces il y a quelques années. Apparemment, ils en savent encore moins que nous à propos de Leibus et Léa.
Mais eux, ils ont gardé cet accent sur le « e », Timé. La demande qu'ils font servira à l'administration pour régulariser, c'est le terme employé, la situation de mon arrière-grand-mère. Elle dispose donc à présent d'un acte de disparition. Le ministre, vu l'article 88 du Code civil, vu le dossier de l'intéressé numéro 34546, décide la disparition de Léa Minsky. On y précise les conditions de sa disparition. Arrêtée le 16 juillet 1942 à Paris, internée à Drancy, déportée le 24 août 1942 en direction d'Auschwitz, Pologne. À l'expiration d'un délai de 5 ans partant du jour de la disparition, le jugement déclaratif d'absence peut être transformé en jugement déclaratif de décès. Pour autant, Léa sera officiellement portée disparue pendant 70 ans, de 1942 à 2012. Oui, le tampon de 2012, c'était ça, un acte de décès de la mairie du 3e arrondissement de Paris. Autre chose, mon grand-père Elias, dans cette fiche de renseignement de 1946, a écrit sur 2 lignes, en 8 mots, une information capitale, que ni mon père ni mes tantes ne m'ont transmise, et pour cause, ils n'en ont jamais eu connaissance. Ce sont les noms des parents de Léa, mes arrière-arrière-grands-parents, Chayo Minsky et Rachel Goldferb. Bingo la DFVCC. Chayo Minsky et Rachel Goldferb me font voyager dans le temps. Ils devaient être nés aux alentours de 1850. De nouveaux noms peuvent désormais entrer au panthéon des teams. Après Léa, Eleibus, Chayo et Rachel. Maintenant, le dossier de mon arrière-grand-père, numéro 34544. Il n'a que 6 pages, lui, du même beige jauni. Mais se déroule le même scénario à ceci près que Eleibus, déporté politique, obtient un certificat de décès en décembre 1946, soit beaucoup plus vite que Léa. À mon sens, il n'y a rien dans le dossier qui justifie cette différence de traitement, mais je ne suis pas une experte archiviste, donc je passe peut-être à côté de subtilités. Là aussi, merci Papy Elias, comme avaient été inscrits les noms des parents de Léa, on trouve les 2 noms des parents de Eleibus, Elias Tim et Jeannette Koll, K-O-L. Eleibus a donné à son fils le nom de son père. C'est courant dans les communautés juives. Par contre, le nom de sa mère est pour le moins bizarre. Difficile de croire que sa mère juive polonaise s'appelle Jeannette. Je suis en même temps extatique d'avoir collecté ces précieuses informations et un peu dubitative. Jeannette Koll, ça colle pas. Pourquoi mon grand-père, qui a renseigné lui-même ces informations en 1946, dirait une telle ânerie ? Ça me donne le sentiment qu'il ne savait pas grand-chose sur ses propres grands-parents. Au téléphone, quand je lui raconte mes premières trouvailles, mon père me confirme. Elias a été élevé par des parents adoptifs. Il n'a sûrement jamais rencontré les parents de Léa ou de Eleibus. Peut-être a-t-il écorché le nom de sa grand-mère paternelle car il n'en avait lui-même que de vagues souvenirs. Il aura bricolé un nom, un oncle officier d'état civil pouvait comprendre. Je sens que je ne vais pas pouvoir prendre ces noms pour argent comptant. C'est idiot, j'avais pas imaginé que je pourrais trouver des informations fausses ou tronquées. Un Graal sujet à interprétation. Cela colle pourtant avec l'essence d'une quête. Il reste une chose. Sur son certificat de décès, il est écrit que Eleibus a été interné à Drancy le 16 juillet 1943. C'est 1 an, jour pour jour, après l'arrestation de Léa en 1942. Coïncidence ? En découvrant cette date, je me suis demandé s'il aurait été capable de se laisser arrêter, pour la retrouver, pour savoir où elle s'en est allée. Il est écrit que Eleibus a été interné à Drancy du 16 juillet au 18 juillet 1943, date de sa déportation. Il ne serait resté que 2 jours à Drancy. Il est même précisé qu'il est décédé à Auschwitz le 23 juillet 1943, 1 semaine tout juste après avoir été arrêté, 5 jours après son départ. Est-ce faisable ? Est-ce possible de disparaître aussi vite ?
J'avais imaginé qu'il fallait des semaines pour arriver en Pologne en train pendant la guerre. Combien de temps ça prenait de Drancy-Auschwitz en wagon à bestiaux? Comment se fait-il qu'on ait sa date de décès et pas celle de Léa? J'essaie de le visualiser, de lui donner corps. Il a 62 ans en 1943. Ce n'est pas si vieux, mais il doit y avoir des jeunes plus robustes à côté de lui. Quelle est sa taille, sa corpulence? Son visage est-il déjà ridé? A-t-il souffert de la guerre au point d'être malade? Fait-il vieux pour son âge? S'il est mort aussi vite, c'est qu'il n'aura pas été sélectionné pour un camp de travail, qu'il aura été assassiné dès son arrivée. Je ne connais pas l'épaisseur de sa vie, mais déjà je dois l'imaginer à ses dernières heures. J'ai lu dans des documentaires que de nombreux internés à Drancy lançaient en embarquant dans les trains pour les camps de la mort des bouts de papier avec des bribes de messages pour leurs proches. Ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien se passer, fais attention à toi. Est-ce que Léibus en a écrit un lui aussi? Pour ses enfants peut-être? Au même moment, en 1943, mon grand-père est en Afrique du Nord, engagé dans la Légion étrangère. Imagine-t-il la disparition de ses parents? Ont-ils échangé pendant son service? Sait-il que son père, dont on ignore les circonstances de son arrestation, monte dans un train sans retour? Grâce au fichier de la DAVCC, j'ai de nouvelles bribes de connaissances. Mon grand-père Elias et son frère Bernard ont signé tous les deux Timé sur les documents officiels. Était-ce mon vrai nom de famille? Je n'ai pas encore assez d'éléments pour le conclure, mais c'est un pion bougé sur l'échiquier familial. J'ai appris les probables noms de mes arrière-arrière-grands-parents, Chayo Minsky et Rachel Goldferb du côté de Léa et Elias Tim et Jeannette Cole du côté de Léibus. Même imparfait, c'est un point de départ pour continuer mes recherches. Je les ai notés précieusement dans mon carnet. À partir d'ici, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les documents concernant Léibus et Léa me semblent plus accessibles que ce que je pensais. Je sens que les archives françaises ont plus de choses à m'apprendre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont complètement éparpillées. Je vais devoir contacter et consulter les fonds d'archives un par un pour reconstituer leur vie. J'ai l'intuition que ma meilleure chance est de commencer par la fin. Bien que ce soit la partie de leur vie la plus sombre, c'est aussi la plus documentée. Après tout, c'est dans leur acte de déportation que j'ai appris leur date de naissance. Et le dossier de Léibus que je viens de lire me pose question. A-t-il pu vraiment rester aussi peu de temps à Drancy? 2 jours? Et a-t-il pu mourir 5 jours seulement après son départ de France? C'est la question que je me pose dans le 4e épisode.